Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Hier, la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a de nouveau rassemblé plusieurs centaines de milliers de manifestants en France, dont de nombreux lycéens et étudiants qui ont rejoint les jeunes travailleurs dans les cortèges. Selon l'IFOP, dans un sondage réalisé début mars, les moins de 35 ans seraient en effet les plus opposés à 74% à la réforme des retraites et leur mobilisation croissante pourrait inquiéter le gouvernement. Mais la jeunesse peut-elle vraiment redynamiser le mouvement de contestation ? Comment les jeunes s'engagent-ils aujourd'hui dans les luttes sociales ? Pour en parler, j'ai décidé de vous inviter. Salomé Saké, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour le média Blast et vous venez de publier Sois jeune et tais-toi aux éditions Payot, une forme de réponse aux critiques adressées par certains plus âgés à votre génération. Et alors justement, il y a une de Libération aujourd'hui qui appelle votre génération la génération 49.3. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est plutôt juste parce que l'utilisation du 49.3, c'est ce qui a déclenché un basculement de la jeunesse dans sa mobilisation contre la réforme des retraites. Alors il y avait déjà des jeunes dans les cortèges, mais ils n'étaient pas majoritaires. Là, ça devient vraiment très frappant dans les manifestations, cette mobilisation de la jeunesse qui, bien sûr, encore une fois, proteste contre la réforme des retraites. Premièrement parce que les jeunes ont aussi dans leur entourage des personnes qui sont directement concernées à très court terme par cette réforme, donc leurs parents, parce qu'ils observent eux aussi dans leur quotidien comment le travail peut user, comment ça peut avoir des conséquences sur leur entourage. Mais effectivement, plus largement, il y a une aspiration démocratique chez une partie de la jeunesse qui a été heurtée par cette utilisation du 49.3 qui a provoqué un vrai soulèvement, ou en tout cas une véritable colère chez la jeunesse qui, puisque le 49.3 est devenu un petit peu le symbole de ce passage en force et de cette non-écoute de la population et donc des jeunes. Et c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, moi, dans les interviews que j'ai pu mener pour l'écriture de ce livre, c'est cette impression de ne pas être écouté qu'a une grande partie de la jeunesse et qui là s'incarne en fait dans ce 49.3 et donc qui a provoqué le fait que les jeunes aillent dans la rue en masse. Alors je précise qu'il y aura aussi une autre voix de la jeunesse tout à l'heure, puisque aux environs de 8h20, nous serons en compagnie d'Alban Branlant, qui est porte-parole des jeunes avec Macron. Salomé Saké, pensez-vous que si cette réforme, par exemple, avait été entérinée de manière normale, je veux dire sans avoir recours au 49.3, eh bien il y aurait eu une moindre mobilisation, cette jeunesse, peut-être vous-même, aurait été moins en colère ? Alors, c'est toujours compliqué de dire ce qui se serait passé. Avec des si, on pourrait un peu tout dire. Mais je pense effectivement que le 49.3 a constitué un point de bascule. Et je le remarque notamment dans la mobilisation des universités qui sont traditionnellement plutôt peu politisées ou plutôt à droite. Je pense à Assas, je pense à Lyon 3, c'est extrêmement rare qu'elles se mobilisent, qui ont été bloquées là, ces derniers jours. Et sur la question, encore une fois, du 49.3, c'est aussi ce qui a provoqué l'implication, et c'est encore une fois très rare, d'influenceurs, de créateurs de contenu comme Léna Situation, comme Enjoy Phoenix, comme Seb Lafrite. Alors ça va peut-être pas parler à tous vos auditeurs. Justement, alors on a, si vous voulez, dans la machine, normalement un extrait de ces influenceurs. On va les faire entendre à ceux qui ne les suivent pas traditionnellement pour donner une idée de ce qu'est un influenceur s'exprimant sur la réforme des retraites. Et je crois que le son n'est pas encore prêt. Dès que on l'aura, il est là, on l'écoute. Paris en colère, la France en colère, les femmes contre la réforme, les femmes contre la réforme. Alors certains d'ailleurs ont ironisé sur le fait qu'il y ait des influenceurs, des influenceuses, en l'occurrence protestant contre la réforme des retraites. Justement, si vous pouviez nous donner votre sentiment, Salomé Saké, à la fois sur le rôle que certains influenceurs ont dans cette manifestation, et puis aussi la manière dont les plus âgés, peut-être, ne comprennent pas trop cette manière de s'exprimer. Alors, c'est toujours compliqué de savoir qui a influencé qui. Est-ce que c'est le public qui a influencé les influenceurs et les a poussés à prendre position, ou est-ce que c'est ces influenceurs qui influencent leur public ? Je pense que ça peut aller dans les deux sens. On a vu certaines pressions sur Twitter face à des contenus qui étaient mis en ligne par ces influenceurs, et il y avait des personnes qui disaient mais comment vous pouvez mettre des contenus qui n'ont rien à voir et faire comme s'il ne se passait rien alors que le 49.3 vient d'être utilisé. Et ça a déclenché une vague de prise de position chez des influenceurs normalement totalement dépolitisés, comme celle qu'on vient d'entendre, et qui vraiment ont un poids
énormes dont on ne se rend pas forcément compte. Je pense à Enjoy Phoenix ou Lena Situation, c'est des millions et des millions et des millions d'abonnés. Ce sont des personnes qui ont plus d'abonnés que le président de la République, qui ont plus de pouvoir et de puissance et de force de frappe sur les réseaux sociaux que n'importe quel homme ou femme politique, en tout cas que je connaisse. Donc c'est évident que ça a pu avoir un rôle et surtout que ça a amené certains jeunes qui peut-être ne s'étaient pas du tout intéressés à la question à au moins se poser la question de qu'est-ce qui se passe avec cette réforme des retraites. Et donc ça a porter le sujet sur les réseaux sociaux et on a constaté le développement de plein de contenus, alors je pense à TikTok, à Twitch, qui sont liés à la réforme des retraites, qui sont parfois ironisants ou des blagues sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais qui a porté le sujet politique au cœur de réseaux sociaux où normalement il n'a pas du tout cette place-là. Mais alors, les moqueries, elles venaient du fait que ces influenceuses, en l'occurrence, généralement n'étaient pas politisées, n'avaient pas d'ailleurs les codes du langage politique. Vous, Salomé Saké, qui êtes journaliste et jeune, est-ce que pour vous, c'était un tort de la part des plus âgés de se moquer de ces influenceuses ? Oui, je pense que c'est symptomatique du traitement qui est réservé souvent à l'engagement des jeunes. C'est-à-dire qu'on va déplorer le fait que les jeunes ne votent pas, que les jeunes ne seraient pas assez engagés dans notre démocratie, qu'ils ne se préoccuperaient pas assez du collectif. C'est des reproches qu'on va beaucoup retrouver. Et quand ils s'engagent, ça ne va jamais être de la bonne manière. Et ils vont essuyer une pluie de critiques qui est parfois extrêmement violente. Là, on l'a vu dans le cas de ces influenceuses qui, effectivement, n'ont pas forcément le langage attendu par le monde politico-médiatique aussi, il faut bien le dire, et qui donc ont essuyé des critiques très, très, très violentes qui peuvent aussi, je trouve, dissuader les autres jeunes de s'engager, puisque si c'est ça le traitement qu'on réserve aux jeunes qui essaient de prendre la parole publiquement, et qui sont parfois aussi ces jeunes qui sont des idoles d'autres jeunes, si on les voit se faire lyncher, ça donne pas très envie d'aller s'impliquer politiquement, ça donne pas très envie de participer, en tout cas au système de manière plus traditionnelle. Donc je pense que c'est une erreur de lyncher comme ça sans réfléchir les jeunes qui tentent d'une manière ou d'une autre de s'engager. Pourquoi ? Parce que vous avez l'impression qu'il y a aussi une forme de conflit de génération, ou en tout cas une manière pour les plus âgés de ne pas comprendre votre génération, Salomé Saké. Je pense en effet, alors je ne dirais pas conflit de génération, mais je pense qu'il y a des incompréhensions entre les différentes générations, incompréhensions qui ne sont pas nouvelles, dont on retrouve des traces dès l'Antiquité, mais qui sont particulièrement fortes et exacerbées par l'irruption du numérique, parce qu'il y a un usage du numérique entre les plus âgés qui utilisent aussi le numérique, et les plus jeunes qui est vraiment différent, avec des codes différents, des cultures différentes presque, qui se sont développées. Et donc, ça a exacerbé pour moi ces incompréhensions et ces accusations qui reviennent souvent en paresse, en narcissisme, en individualisme, des accusations que j'estime erronées et que j'ai essayé de démonter dans mon livre avec des statistiques, des chiffres, des études sociologiques. Justement, Salomé Saké, pour vous, le numérique, c'est quoi ? Quel type de réseau social ? Alors, très vaste question, ce qu'est le numérique. En tout cas, les jeunes ont des pratiques de ces réseaux sociaux qui sont effectivement différentes. Je pense à des réseaux sociaux aujourd'hui comme TikTok ou comme la plateforme de streaming Twitch, qui sont vraiment des réseaux jeunes par excellence. Et on voit... À la différence de Twitter, et alors plus encore de Facebook ? Oui, et c'est souvent la même dynamique, c'est qu'on va retrouver Facebook, par exemple. Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'avais une quinzaine d'années, c'était le réseau des jeunes, donc on y était tous, et les plus âgés n'étaient pas du tout présents sur cette plateforme. Petit à petit, nos parents, voire nos grands-parents, ont commencé à investir cette plateforme. Les jeunes se sont reportés sur Instagram. Ça, jusqu'il y a encore 5-6 ans, 7 ans, c'était vraiment un réseau jeune. Et puis petit à petit, pareil, des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires sont arrivés sur cette plateforme. Et les plus jeunes se sont reportés là très récemment plus sur TikTok et sur Twitch, pour ne citer que ces plateformes-là. Mais à chaque fois, on voit le développement de codes propres, d'une culture propre, de manière d'aborder les enjeux de société aussi différemment. Et effectivement, le numérique participe à créer cette rupture générationnelle. Et alors, justement, qu'est-ce que ce numérique, selon vous, Salomé Saké, fait à la politique telle que la pratique voudrait la pratiquer, ou alors telle que s'engagent les jeunes ? Je pense que, en fait, ce qu'on constate, c'est que à chaque fois, ces plateformes sont totalement dépolitisées au début. Donc on assiste à des créations de contenu, de divertissement, d'humour, de conseils beauté, de jeux vidéo. On est sur des contenus complètement dépolitisés et petit à petit, ça
commencent à se politiser, notamment quand il y a des événements dans la sphère politique qui surviennent et qui sont particulièrement forts. Et là, vraiment, l'utilisation du 49.3, pour moi, c'est un cas d'école. Je pense au streamer Jean Massier, qui est la référence en France de vulgarisation politique, notamment pour les jeunes, qui jusqu'à présent était quand même plutôt réservé à une sphère d'initiés, même bien que quand même plutôt populaire. Mais je veux dire, sur Twitch, c'est pas celui qui a le plus d'abonnés en France, et qui là, pendant l'utilisation du 49.3, alors qu'il analysait ce qu'il se passait en direct à l'Assemblée nationale, notamment pour le vote de la motion de censure, a connu un pic absolument historique de ce qu'on appelle les viewers, d'abonnés, de personnes qui regardent, qui est passé à un demi-million de personnes qui ont regardé ce qui se passait à l'Assemblée nationale et qui sont très majoritairement des jeunes. Donc on voit comment le politique peut faire son entrée sur certaines plateformes numériques et participer aussi à politiser une partie de la jeunesse. Mais alors, est-ce que ça veut dire que cette jeunesse, elle s'informe peu par d'autres moyens ? Est-ce que, par exemple, vous considérez que l'information traditionnelle, vous allez me dire d'ailleurs ce que vous appelleriez l'information traditionnelle, est plutôt, je ne sais pas, anxiogène ? Oui, je pense que l'information traditionnelle est très anxiogène, mais après, c'est aussi une question de format. C'est-à-dire que j'ai rencontré très peu de jeunes dans mon enquête qui allaient s'informer en écoutant justement la radio ce matin ou en regardant la télévision, qui sont des modes d'information plus traditionnels, qui ont plus de succès auprès de nos aînés, mais ça ne veut pas dire que les jeunes ne s'informent pas. Ils s'informent juste différemment, et les réseaux sociaux sont le premier facteur pour eux, premier vecteur d'information. Alors que ce soit la télévision... Et les journaux aussi. Les journaux aussi en ligne, ils peuvent les lire, mais c'est vrai que c'est pas forcément... En fait, ils vont souvent trouver, par le biais des réseaux sociaux, des liens qui mènent vers certains journaux, mais en fait, le premier vecteur, ça reste aujourd'hui les réseaux sociaux, et qui font qu'ils peuvent aussi regarder certains... Ils peuvent avoir leurs petites habitudes, comme des personnes plus âgées. Je pense à la chaîne du youtubeur Hugo Décrypte, qui est journaliste aussi, et qui a adapté son format aux réseaux sociaux et aux jeunes, et qui aujourd'hui est une des premières références, en tout cas, dont les jeunes me parlaient, et qui finalement permet aussi d'informer les jeunes et leur permet d'avoir accès à cette information, vous disiez, plutôt anxiogène, qui effectivement prend beaucoup de place. Et donc on a tendance à se dire non, les jeunes se moquent totalement de la marche du monde, ils ne sont pas informés, et ils s'informent différemment, mais ils sont quand même globalement conscients de ce qui se passe, aussi bien à l'international, je pense à l'Ukraine, dont beaucoup de jeunes m'ont parlé, qu'en France, et là on le voit avec le 49.3. Que ça les inquiète. Souvent, c'est le premier élément qui revient, c'est que les informations sont extrêmement anxiogènes. Il y en a certains même que ça terrifie, que ça prostre entre le réchauffement climatique, les crises géopolitiques, les dénis de démocratie, les images de violences policières, notamment qu'on peut voir circuler sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup de contenu extrêmement anxiogène et qui leur donne peu d'espoir en l'avenir et qui vraiment rend la capacité à se projeter extrêmement difficile. Alors, justement, dans votre livre « Sois jeune et tais-toi », le livre que vous publiez aux éditions Payot, Salomé Saké, vous avez une vision qui est une vision, assez noire des conditions dans lesquelles sont les jeunes. Donc, une information anxiogène, dites-vous, une pandémie qui a été accélératrice de pessimisme, et également... qui a été dévastatrice en termes de santé mentale également. Je rappelle qu'après la pandémie, là, on a un taux absolument historique de dépression chez les plus jeunes. Il y a une étude de Santé publique France qui est parue là en février qui montre qu'un jeune sur 5 aujourd'hui en France présente des troubles dépressifs. Donc c'est vraiment un problème majeur qu'on a, je pense, pas assez pris au sérieux. Bon, mais à la fois, c'est aussi, je dirais, un corrélat habituel de la jeunesse que de considérer qu'à 20 ans, on n'est vraiment pas au plus bel âge de la vie. Vous citez d'ailleurs Balavoine. Alors là, ça renvoie le boomer que je suis à quelques années en arrière, s'exprimant face à François Mitterrand, alors en campagne, Balavoine disant à la télévision les jeunes sont en train de crever, ils sont désespérés. Donc ça n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Non, c'est pas complètement nouveau. Effectivement, les jeunes ont souvent eu à subir de plus de précarité, par exemple, que les plus âgés. Mais là, on atteint vraiment des taux historiques. Un chiffre, par exemple, sur la question du marché du travail. En 2018, le taux de précarité des 15-29 ans est de 38%.
28% contre 7% pour les plus de 50 ans. Et sur la pure question de la précarité, en 1982, le taux d'emploi précaire des plus jeunes était de 18%. Il est aujourd'hui de 52% pour les jeunes. Donc on voit que ça a plus que doublé. Et ça continue à s'exacerber. Et on a de plus en plus de difficultés sur le marché du travail. Et pour les jeunes, à accéder à l'autonomie, à accéder au logement, à accéder à l'alimentation. Aujourd'hui, les jeunes constituent la moitié des files d'attente pour l'aide alimentaire au Resto du Cœur. Donc on voit qu'on a une véritable problématique qui continue, qui s'intensifie et qu'observent les économistes, qu'observent les sociologues. Et donc dans ce livre, je ne donne pas mon opinion sur cette question-là. Je suis allée vraiment interroger des jeunes qui m'expliquent en détail quel est leur quotidien, comment ils vivent avec cette précarité, avec ces difficultés. Et surtout, je suis allée aussi récupérer des statistiques de l'INSEE qui montrent, comme celle que je viens de vous citer, que la précarité ne cesse d'augmenter et qu'aujourd'hui, par exemple, les emplois sont clairement plus précaires que dans les années 70, que dans les années 80. Alors ça, est-ce que c'est en lien avec le fait qu'une partie importante, si l'on en croit les sondages, une partie de la jeunesse refuse cette réforme des retraites, Salomé Saké? Oui, je pense que, en fait, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est aussi une occasion de protester. Et une occasion de faire entendre sa voix et de protester aussi contre un gouvernement qui n'a cessé d'affaiblir le système de protection sociale et dont les jeunes ont pâti. Je pense par exemple à la baisse des APL pendant le premier quinquennat qui a touché les jeunes en premier lieu et que les jeunes n'ont pas oublié et voient bien qu'ils ne sont pas considérés dans les différentes politiques publiques. Ils voient bien qu'ils n'arrivent pas, pour les étudiants par exemple, à survivre avec les simples bourses. Donc que ce système n'est pas suffisant. Et là, la contestation contre la réforme des retraites permet d'exprimer aussi cette contestation et on le voit très bien dans les différents slogans dans les différentes manifestations par les jeunes qui parlent aussi de précarité étudiante, qui parlent aussi de climat, qui est un grand sujet d'inquiétude pour une partie des jeunes, parce que les politiques climatiques aujourd'hui sont inadaptées et insuffisantes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour le climat qui est l'institution qui a été créée d'ailleurs par Emmanuel Macron pour évaluer ces politiques climatiques. La France a été condamnée à 2 reprises pour inaction climatique, donc clairement on n'est pas à la hauteur. Mais vous trouvez que les plus âgés ne se soucient pas suffisamment du climat, Salomé Saké? En tout cas, les plus âgés qui sont au pouvoir, clairement pas. Ça, c'est totalement indéniable. Après, les plus âgés qui votent pour des partis qui ne mettent pas la question écologique au cœur de leur programme, alors que pour nous, c'est le cœur de notre futur, puisque, comme le montre la synthèse du dernier rapport du GIEC qui est paru la semaine dernière, l'avenir qu'on nous réserve, à plus 2,8 degrés, a priori, est extrêmement sombre et implique un bouleversement total de nos conditions de vie et pas dans le bon sens. Mais pour autant, on a l'impression que les jeunes, ce n'est pas qu'une impression d'ailleurs, votent peu et dès lors que la politique se fait avec les plus âgés, Salomé Saké. Oui, alors il faut rappeler que démographiquement, les plus de 60 ans pèsent 2 fois plus que les 18-29 ans. Donc même si tous les jeunes se mettaient à voter, ils ne pourraient pas contrebalancer le vote des plus âgés. Ensuite, il est vrai que les plus jeunes votent moins que les plus âgés, ce qui a toujours été une tendance qu'on a pu observer en démocratie. Et ça ne veut pas dire qu'ils s'en moquent, c'est juste qu'ils s'engagent via d'autres formes, qu'ils créent aussi de nouvelles formes de mobilisation. Et quand on voit le traitement qui a été réservé par le gouvernement aux formes de mobilisation traditionnelle, c'est-à-dire la manifestation, la grève, ce qui n'ont absolument rien changé malgré une mobilisation historique, je pense que ça ne donne pas envie aux jeunes de s'engager de la manière la plus traditionnelle qu'ils soient. Sois jeune et tais-toi, votre livre publié aux éditions Payot, Salomé Saké. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejointe par une jeune qui portera probablement un autre discours, Alban Branlant. Elle est porte-parole des Jeunes avec Macron. Et puis un sociologue, spécialiste de la jeunesse, Tom Chevalier. Il est 8h sur France Culture. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La réforme des retraites, sa contestation auprès des jeunes. On en a parlé avec notre invitée, la journaliste Salomé Saké. Vous publiez Sois jeune et tais-toi aux éditions Payot. Et puis, nous accueillons en duplex le sociologue Tom Chevalier. Bonjour. Bonjour. Tom Chevalier, vous êtes spécialiste de la jeunesse. Et puis, pour évoquer cette fois-ci le soutien au gouvernement, Alban Branlant, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole des Jeunes avec Macron. Jean Lémarie vient d'évoquer la possible piste du Conseil constitutionnel. Est-ce que pour vous, ce serait une bonne solution de sortie de crise ?
Je pense que ça a été dit dans cet édito. Le Conseil constitutionnel ne dira pas si la réforme est juste ou nécessaire, mais si elle est conforme à la Constitution. Donc il reste encore des outils. Celui dont vous avez parlé du référendum d'initiative partagée, celle d'une nouvelle délibération. À mes yeux, je suis favorable au fait qu'on avance, qu'on traite des nouveaux chantiers. Entre des départs massifs à la retraite des baby-boomers ou d'importantes manques de main-d'œuvre, je pense qu'il faut qu'on repense le travail, le sens du travail. Et donc nous, avec les Jeunes avec Macron, on prépare ce prochain chantier et on a des propositions notamment sur les semaines à 4 jours ou sur des banques du temps. Les semaines à 4 jours, oui. C'est-à-dire, vous pensez, les Jeunes avec Macron envisagent par exemple de proposer une réduction du temps de travail ? Exactement. Je pense que les jeunes aujourd'hui veulent travailler différemment et il y a des expérimentations, notamment dans la Somme, qui ont déjà vu le jour. Je pense qu'il faut aller plus loin parce qu'on a envie de souplesse, on a envie d'avoir plus d'équilibre vie pro, vie perso et je pense que ça peut être une solution, oui. Mais est-ce que c'est une proposition des Jeunes avec Macron ou bien une proposition du parti Renaissance, autrement dit des plus âgés Je me souviens, il y a quelques mois, on avait eu un article, les Jeunes avec Macron épinent du pied du parti Renaissance ou aident. On a des propositions totalement différentes. Totalement. On a des propositions parfois différentes de celles du parti Renaissance. Et sur cette proposition de semaine à 4 jours, en effet, on marque une certaine différence et que l'on lie à une demande interne et au fait d'aller voir les jeunes et les écouter et essayer le plus possible de retranscrire leurs propositions et leurs envies. Alban Branlant, comment expliquez-vous que cette réforme des retraites soit majoritairement rejetée ? J'ai cité l'IFOP et il y a quelques minutes, je disais qu'elle était particulièrement rejetée par les jeunes. Comment l'expliquez-vous ? Je pense que ça serait faire de la langue de bois de dire qu'il n'y a pas eu de problème de méthode. Il y a eu un problème de méthode. Il faut qu'on arrive à plus parler aux jeunes, à montrer la nécessité de cette réforme. Après, il y a toujours eu de la jeunesse dans la rue lorsqu'il y a eu des réformes des retraites. Il n'y a rien d'étonnant à cela. On est même loin de la mobilisation qu'il y a eu en 2006 pour le contrat premières embauches ou en 2018 sur Parcoursup. Il y a 2 jours, on comptabilisait 100 lycées fermés sur 3500. Ça fait 2,8% des lycées fermés. Donc voilà, je ne dirais pas que la mobilisation des jeunes est massive. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils y sont favorables pour autant. Mais oui, il y a un problème de méthode et il faut qu'on y travaille le plus possible et aussi pour relier les corps intermédiaires. Mais au-delà de la méthode, il y a beaucoup de critiques qui ont été adressées à cette réforme injuste, inégalitaire, en particulier pour les femmes. Bref, toutes ces critiques qu'on a aujourd'hui largement eu l'occasion d'exposer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je lisais un édito hier dans l'Opinion où il était écrit « La réforme a touché le fond sans jamais l'avoir abordé ». J'ai peur que, justement, on n'ait pas réussi à discuter du fond de cette réforme. Moi, je pense qu'elle est extrêmement nécessaire. Quel est le fond de cette réforme, selon vous ? On a un problème démographique que l'on doit régler. Et puis, moi, j'ai très peur des fake news qui sortent et qui peuvent parfois mobiliser les jeunes. J'ai un souvenir d'une campagne des jeunes verts où ils disaient oui, quand vous avez fait des études, vous allez partir à la retraite à 70 ans. Mais c'est totalement faux. Le texte ne dit pas ça. Le texte, l'annulation de la décote reste à 67 ans. Donc voilà, j'aimerais qu'on puisse aller dans le fond et qu'on arrive à mobiliser autour de cette réforme. Salomé Saké, comment voyez-vous une possible sortie de crise? Alors Jean Lémarie a évoqué le Conseil constitutionnel, il y a d'autres pistes, il y a une médiation qui a été proposée, il y a une réunion qui est annoncée entre la Première ministre et les syndicats. Vous, comment voyez-vous les choses ? J'ai l'impression qu'au niveau de tension auquel on est arrivé, il va être difficile de sortir de la crise sans un retrait de la réforme. Après, effectivement, il y a peut-être d'autres voies de sortie qui marcheront, mais en tout cas, de ce que j'ai pu sentir en allant dans la rue et en faisant mon travail, en allant interviewer notamment les jeunes, j'ai constaté une telle cristallisation de la colère autour de cette réforme que j'ai du mal à imaginer qu'en l'état, en tout cas si elle reste telle qu'elle a été passée, j'ai peur que ce
soit compliqué de sortir de cette crise. Comment voyez-vous les choses, Alban Branlant? J'ai par exemple le journal La Croix qui, d'une certaine manière, du fait de l'actualité, met en perspective, d'une part, la décision du gouvernement de maintenir cette réforme, et puis, par exemple, la situation en Israël où Benjamin Netanyahou a décidé de surseoir à sa réforme de la justice. Les contextes sont différents, mais il y a d'un côté un gouvernement qui cède, alors que celui-ci, Benjamin Netanyahou, n'a pas... pas sur le même sujet. Tout de même, je pense que la réforme en Israël touche vraiment au côté sombré dans la dictature, le fait de ne pas pouvoir déloger Netanyahou. Donc je ne mettrai pas sur le même plan ces deux réformes et ces deux nécessaires mobilisations. Et le fait que le gouvernement semble, en tout cas, je vous pose la question, semble ne pas trop ouvrir la porte à des négociations sur ce projet de loi. J'aurais préféré. Comme je l'ai dit, à mes yeux, il y a eu un problème de méthode. J'ai mis quelques temps avant de revenir sur les plateaux après le 49.3. J'aurais préféré qu'on fasse tout, sauf ce 49.3 à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que la gronde sociale, parce que les jeunes qui ne se retrouvent pas forcément dans ce projet, j'aurais préféré qu'on ait plus de temps pour montrer à quel point elle était nécessaire et qu'on parle du fond. Malheureusement, on a aussi cette problématique démographique et je comprends qu'il ait été envisageable de passer par ce 49.3. Après, il faut continuer, comme je le disais, à avancer sur des nouveaux chantiers comme celui du sens au travail. Salomé Saquet ? Oui, je pense qu'effectivement, ce 49.3, je le disais plus tôt, est ce qui a fait basculer la jeunesse. C'est interprété par beaucoup de jeunes comme un déni de démocratie, comme un exercice de la verticalité du pouvoir. Et c'est ça qui, effectivement, mobilise une partie de la jeunesse. Après, sur la question du fond de la réforme, je pense qu'il a quand même beaucoup été abordé dans le débat public, notamment par des économistes comme Michael Zemmour, qui, eux, contestent complètement l'argument démographique. Et donc, cette réforme des retraites n'est pas considérée comme nécessaire par beaucoup d'économistes. Je pense que le débat pouvait continuer à avoir lieu. Mais là, dans un contexte d'utilisation effectivement du 49.3, mais également de répression extrêmement intense dans la rue qui marque beaucoup les jeunes, de violences policières qu'on a pu constater à plusieurs reprises, ça va être compliqué de convaincre dans ce contexte. Tom Chevalier, vous êtes en duplex avec nous, vous êtes sociologue. Alors, une jeunesse, des jeunesses, comment voyez-vous les choses, notamment par rapport à cette réforme des retraites ? Alors, c'est toujours un petit peu des deux. Quand on regarde les enjeux de jeunesse, il faut toujours avoir à l'esprit que d'un côté, ça a du sens de raisonner en regardant les différences de tranche d'âge ou les différences de génération. Donc, de ce point de vue-là, ça a du sens de parler d'une jeunesse quelque part, puisqu'on compare bien les tranches d'âge, elles ne vivent pas les mêmes réalités. Il suffit par exemple de comparer le taux de chômage en fonction de l'âge. Pour les moins de 25, c'est structurellement 2 fois supérieur au reste de la population. Donc ça a du sens de raisonner en ces termes. De l'autre côté, il faut toujours garder à l'esprit qu'il ne faut pas homogénéiser à l'extrême les tranches d'âge et les générations, et que, comme toute la société en général, elles sont traversées par de multiples clivages, inégalités, différences qui sont notamment dues au genre, au niveau d'études, l'origine sociale également, le lieu de vie, est-ce que vous vivez en milieu rural, en milieu urbain, etc., etc. Donc c'est toujours un petit peu des deux qu'il faut il faut garder ces deux aspects tout le temps à l'esprit. Jean Lémarie, notre éditorialiste politique. En vous écoutant, je réfléchis à la mobilisation de la jeunesse et à la manière dont elle est souhaitée ou redoutée par les acteurs, les actrices de la politique, ceux qui font de la politique de manière professionnelle. Au début du mouvement contre la réforme des retraites, la France insoumise rêvait, et ce dès le mois de janvier, de mobiliser massivement la jeunesse. Vous vous rappelez peut-être cette journée du 21 janvier, juste avant la première manifestation organisée par les syndicats. Mais ça n'a pas marché, c'est-à-dire que actionner, solliciter, pousser quelques mouvements officiels de jeunesse n'a pas donné de résultat. Il n'y avait pas grand monde dans la rue le 21 janvier, il faut bien le dire. Plus tard, le député Louis Boyard, là aussi pour la France insoumise, vous vous en souvenez peut-être, a proposé sur les réseaux sociaux d'organiser un concours de blocage de lycée. Il fallait même envoyer la photo du meilleur blocage, je mets des guillemets, pour gagner éventuellement une visite de l'Assemblée nationale.
ça n'a pas été décisif non plus. En revanche, on voit aujourd'hui beaucoup plus de jeunes se mobiliser. C'est donc que quelque chose s'est passé. Et la question que je me pose et que je vous pose, c'est de savoir si effectivement les jeunes ou une partie des jeunes, lorsqu'ils se mobilisent, le font sur le fond ou parce qu'ils ont l'impression que la méthode effectivement les choque. Alors Tom Chevalier, votre regard de sociologue. Alors là aussi, c'est un petit peu des deux. En fait, ce qui se passe, c'est que la participation politique des nouvelles générations, ce qu'on voit, c'est qu'elle passe de moins en moins par les canaux traditionnels de la démocratie représentative. Donc en gros, elle ne passe plus trop ou de moins en moins par ce qu'on appelle la participation politique conventionnelle ou institutionnelle, notamment via les syndicats, mais aussi via le vote, via les partis politiques, etc. Donc ce mode de participation-là décline tendanciellement avec le renouvellement générationnel. En revanche, ça ne veut pas dire que le rapport aux politiques et l'intérêt pour la politique est nécessairement plus bas pour les jeunes et que leur participation décline en général, seulement elle passe par de nouveaux canaux. Et c'est là où du coup on peut voir aussi l'évolution de ce qui s'est passé dans la mobilisation actuelle. C'est qu'au début, comme vous avez dit, sur les syndicats, donc structurellement, les jeunes participant dans les syndicats se mobilisent éventuellement moins via ce canal-là, mais aussi du point de vue du thème, de la thématique qui a été mise en avant, donc c'est-à-dire les retraites, le rapport à l'État social, on voit de très faibles différences en réalité entre les tranches d'âge. Donc la jeunesse n'est pas particulièrement mobilisée sur cet enjeu-là en général. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le fond de la mobilisation a changé ces derniers temps. En fait, le regain de la mobilisation des jeunes, notamment dans la rue, elle se fait un peu en rapport à la retraite, puisque comme il n'y a pas de différence de tranche d'âge sur cet enjeu-là, elle se mobilise à la hauteur de ce qui se passe dans la population en général. Mais avec l'utilisation du 49.3, c'est un autre aspect qui rentre en jeu en fait. C'est moins le rapport à l'État social que le rapport à la démocratie qui est en jeu. Et là, c'est un aspect au contraire qui mobilise énormément les jeunes, puisque en fait, ce qu'on voit, c'est que le renouvellement générationnel, les nouvelles générations portent une nouvelle conception de la démocratie, une démocratie beaucoup moins verticale. Ils sont en demande de beaucoup plus d'horizontalité de la démocratie, beaucoup plus de participation active, de participation qui vient du bas, bottom-up, pour la démocratie. Et ça, vous le voyez, c'est complètement en décalage avec l'utilisation du parlementarisme rationalisé de la Ve République, dont le 49.3 est le symbole. Et du coup, le fond de la mobilisation et la contestation des jeunes potentiellement a changé. C'est moins le rapport aux retraites que désormais le rapport à la démocratie qui se joue. Et alors, justement, l'autre question qui se pose, Alban Branlant, ce n'est pas seulement sur la réforme des retraites, il y a aussi la question écologique. Il y a eu également cette manifestation contre une méga-bassine qui a entraîné des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et on a l'impression que cela introduit un coin de plus entre le gouvernement et les jeunes, ou en tout cas une partie de la jeunesse. Vous qui êtes engagé auprès d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, je suis engagée sur mon territoire, dans une Somme très rurale, dans une commune de moins de 200 habitants. Et c'est vrai que je vais à la rencontre des jeunes, notamment ceux qui ont fait grève dernièrement, en leur demandant sur le fond qu'est-ce qui les impacte le plus. Et je me rends compte que justement, vous posiez la question, est-ce que c'est sur le fond, sur la forme ? Moi, j'ai l'impression que cette jeunesse, il y a une convergence des luttes finalement. Manès, notamment, qu'on voit souvent à la radio sur les plateaux. Qui est l'un des représentants des très jeunes. Alors, oui, des très jeunes. Il a 15 ans. Ouais, il parle réforme des retraites, mais il parle aussi Parcoursup, il parle le repas Crous à 1 euro. Et j'ai l'impression de retrouver ça sur mon territoire également, avec des demandes de la jeunesse qui sont multiples. Sur mon territoire, c'est aussi une demande face à l'isolement, aux problèmes de mobilité. Et j'essaye de m'en faire le porte-parole et de pouvoir en parler le plus possible sur les plateaux notamment. Et sur la question écologique, donc, qui mobilise beaucoup de jeunes, qui a mobilisé beaucoup de jeunes ce week-end, qu'est-ce que vous avez à dire justement à ces personnes qui ont le même âge que vous ? Que je comprends cette mobilisation.
Je comprends qu'on a envie d'aller plus vite, d'aller plus loin sur les sujets écologiques. Je suis en train de lire le livre de Salomé Saké sur le sujet, et je trouve que c'est très intéressant justement de partager ce besoin d'engagement et cette lutte intergénérationnelle que l'on peut avoir. Et donc oui, je comprends cet engagement. Après, toujours se méfier des violences qui peuvent en découler des deux côtés. Et donc, moi, je dis, allez-y, mobilisez-vous. Le président des Jeunes avec Macron, notamment, nous expliquait il y a quelques jours que lui, il a commencé à se mobiliser contre la réforme des retraites en 2010. Maintenant, il a changé d'avis, comme quoi on peut avoir des avis quand on est jeune et puis évoluer. Et donc, voilà, c'est une possibilité aussi d'entrer dans la mobilisation et dans l'engagement par ce biais. Qu'est-ce que vous en pensez, Salomé Saké ? Je pense que les jeunes aujourd'hui qui soutiennent Emmanuel Macron, je leur donne la parole à un moment dans mon livre, sont quand même très minoritaires et que dans l'ensemble, on peut dire qu'ils sont 26% des Français, ou en tout cas si on prend le sondage de l'IFOP, on voit qu'il y a 26% des Français qui soutiennent cette réforme des retraites. Donc voilà, c'est ce qui fait quand même un jeune... Alors c'est des Français, donc c'est peut-être même pas des jeunes. Non, là en fait c'était 74% des jeunes qui étaient hostiles à la réforme. Voilà. Donc quand même, la grande majorité des jeunes aujourd'hui sont hostiles à cette réforme, et surtout la grande majorité des jeunes subissent les différentes réformes qui ont pu être passées, les différents manquements de politique publique à l'égard de la jeunesse. Et c'est ça aussi la colère, et ça a été, vous l'avez très bien dit, sur les problèmes de mode de transport, d'accès aux études, d'accès à l'emploi. Donc souvent, c'est un constat qui est partagé par tous, y compris par le parti au pouvoir, mais les solutions ne sont pas apportées. Or, c'est le parti d'Emmanuel Macron qui... C'est là où on est en désaccord. Mais c'est vraiment dans les chiffres de la précarité, et je le montre dans le livre, c'est absolument indéniable. Également sur la question écologique, on n'a pas de progrès aujourd'hui significatif pour les jeunes, et donc évidemment ça déclenche une certaine colère, un certain mécontentement qui aujourd'hui se retrouve dans la rue. Alors justement, si vous deviez répondre à ces critiques, Alban Branlant, que diriez-vous ? Je suis contente qu'on l'aborde. Je vous ai vu hier sur LCP, Salomé Saké, dire qu'on n'avait jamais eu autant de chômage pour les jeunes. J'ai pas dit ça. Non, j'ai dit qu'il n'y avait jamais eu autant de précarité de l'emploi. Ce qui n'est pas la même chose. Juste avant, vous l'aviez... bon, peu importe, mais j'entends. Je voulais juste rappeler que le chiffre du chômage pour les jeunes sont au plus bas depuis 1981. Et ça se base sur les données de l'INSEE. Et dire qu'il y a des réformes qui ont été mises en place, je sais que vous trouvez que c'est pas assez, mais notamment sur les repas Crous à 1 euro, le triplement de l'apprentissage. Et puis moi, il y a vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de recréer du lien entre des jeunesses qui se parlent plus. Moi, comme je vous l'ai dit, je viens d'une toute petite commune dans le Vimeux, dans la Somme. J'avais l'impression qu'entre les ruraux et les jeunes des villes, on ne se parlait plus, on ne communiquait plus. Et je trouve que, là, on est en désaccord également, que le service national universel va pouvoir permettre de se faire parler des jeunes qui ne se parlaient plus. Pourquoi ils ne se parlaient plus ? Non. Pourquoi ce service national universel pourrait permettre cela ? Avant, il y avait, je crois, un service militaire, mais la stratification sociale restait ce qu'elle était. Bien sûr. Le service national universel, c'est 12 jours où on se réunit. Et on fait commun, on se lève à 7h du matin, on fait 1 heure de sport. Ensuite, il y a la volonté de se réunir autour de missions de services d'intérêt général, tous ensemble, de recréer du lien. Et je trouve que ça... moi particulièrement, j'aurais adoré qu'on me le propose, parce que j'en ai souffert de cette solitude, et j'ai l'impression que ça peut permettre de recréer du lien. C'est étrange parce que dans votre livre, Salomé Saké, vous parlez non pas forcément de votre solitude, mais vous êtes né dans un petit village d'Ardèche, c'est ce que vous racontez dans votre livre « Sois jeune et tais-toi », et vous racontez que vous pensiez que votre avenir serait des ronds-points tristes, disiez-vous. Non, je dis pas triste, je dis pas triste. Des ronds-points désertés, enfin, il y a un adjectif de ce type. Bon, de toute façon, un rond-point, alors sauf s'il est occupé, alors là, je ne me permettrai pas de donner mon point de vue là-dessus, mais généralement, un rond-point, c'est pas très sympathique, quoi. C'est vrai qu'il était difficile de se projeter en étant né dans un territoire très rural,
rural, enfin en ayant grandi dans un territoire très rural, il était difficile de se projeter, notamment dans une carrière de journaliste. C'était lié à cet isolement. Mais pour revenir sur ce qui a été dit sur la précarité des jeunes, parce que c'était très intéressant le débat qui a été entamé, c'est que j'insiste sur le fait que c'est pas une question de taux de chômage, bien que le taux de chômage soit quand même élevé chez les jeunes, c'est vraiment une question de précarité de l'emploi, c'est-à-dire à quels emplois aujourd'hui on accède. Et aujourd'hui, c'est une des premières préoccupations des jeunes. Quand vous allez leur demander, mais c'est quoi, et je pense que vous avez dû faire le même constat sur le terrain, quelle est votre première préoccupation, c'est qu'est-ce que je vais faire en fait, à quelles études je vais accéder et à quel emploi je vais accéder et dans quelles conditions. Et aujourd'hui, les emplois précaires sont, les statuts précaires d'ailleurs, pas que les emplois, sont vraiment les premiers statuts auxquels ont accès les jeunes, ce qui les plonge dans une immense précarité. Et là, les chiffres sont absolument indéniables. Aujourd'hui, 59% des 18-24 ans déclarent avoir des difficultés matérielles. Je le disais, les jeunes constituent plus de la moitié des bénéficiaires des Restos du Cœur. Et la réponse politique, effectivement, est celle du service national universel, qui est une mesure qui peut se discuter. Mais quand on voit deux derniers chiffres, aujourd'hui, il y a 2 milliards d'euros qui sont, attribués au service national universel, contre seulement 10 millions d'euros pour les banques alimentaires à destination des étudiants. Or, ce dont ont besoin les jeunes, c'est plus de manger que d'avoir accès Alban au SNU. Branlant, un mot de conclusion. Pour moi, rien à voir. Là, le SNU, c'est introduit dans un débat qui n'était pas le même. On parle depuis très cher pour les jeunes. Depuis 2019, c'est 300 millions d'euros pour le SNU. On a mis 10 milliards pour un jeune, une solution. Donc remettons l'ordre de valeur. Et ensuite, quand vous parlez de précarité, vous vous basez sur des chiffres, comparaison entre 2022 et 1970, si mes souvenirs sont bons, où il n'y avait à l'époque pas de CDD et d'intérim. Après, est-ce qu'il faut faire plus ? En effet, donc ça a évolué. Est-ce qu'il faut faire plus ? Évidemment, nous, on porte une réforme de linéarisation des bourses, notamment pour qu'on prenne plus en compte l'endroit où on vit, parce que c'est pas pareil de payer son loyer dans la Somme ou à Paris, et donc pour évoluer, pour qu'on ait plus de pouvoir d'achat pour les jeunes et pour que les jeunes se sentent mieux. Merci Alban Branlant, vous êtes représentante porte-parole des jeunes avec Macron. Merci Salomé Saké, Sois jeune et tais-toi, votre livre aux éditions Payot. Et merci au sociologue Tom Chevalier. Dans quelques instants, le point sur l'actualité.